18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. L'Équateur suspend sa reconnaissance de la pseudo-race et souligne l'importance de l'initiative marocaine d'autonomie. Le dossier du Sahara marocain et la coopération bilatérale entre Rabat et Quito sont au cœur d'entretien par visioconférence entre Nasser Bourita et son homologue équatorienne. Les grandes lignes dans quelques instants. Nous parlerons également oléiculture, une filière pionnière qui profite à plus de 400 000 exploitations à travers le territoire national. Dans les vergers du Nord, la production est valorisée dans le cadre d'unités solidaires. Nous verrons l'exemple dans 2 communes de la province de Chefchaouen. Buenos Aires s'invite au cœur de Rabat. Laissez-vous séduire par les classiques du tango. Un concert de Missa Tango a connu un grand succès auprès du public rabatais. Un spectacle intime où les choristes marocains et étrangers ont sublimé les sonorités du tango. Revivez les temps forts de cette œuvre en compagnie de la chorale de Rabat, Louis Perraudin, en fin de journal. Bonsoir. Dossier du Sahara marocain. L'Équateur réitère sa décision de suspendre sa reconnaissance de la pseudo-race et souligne l'importance de l'initiative marocaine d'autonomie. Position exprimée aujourd'hui par la ministre des Relations extérieures et de la mobilité humaine de la République d'Équateur, Gabriela Sommerfeld, lors de sa réunion par visioconférence avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. La ministre équatorienne a également mis en avant le soutien de l'Équateur pour parvenir à une solution pacifique et durable aux différends régionaux autour du Sahara marocain dans le cadre du processus politique mené exclusivement sous les auspices de l'ONU. Au cours de leurs échanges, les 2 responsables ont réitéré la volonté commune de leur pays d'approfondir la coopération bilatérale dans divers domaines dans le cadre d'un modèle de coopération sud-sud solidaire et agissant au service des ambitions et des intérêts des 2 peuples amis. À l'issue de cette réunion, les 2 ministres ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente cadre pour une coopération renforcée entre le Royaume du Maroc et la République d'Équateur et d'un accord sur la suppression de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de services. Une dynamique internationale de soutien à la marocanité du Sahara qui se confirme à Couette. Le Conseil suprême du Conseil de coopération des États arabes du Golfe a réitéré ses positions et décisions constantes en faveur de la marocanité du Sahara. Le Conseil, qui tient son 45e sommet, réaffirme dans la déclaration finale son appui à la préservation de la sécurité et de la stabilité du Royaume, ainsi que de son intégrité territoriale. Saluant la résolution 2756 du Conseil de sécurité de l'ONU en date du 31 octobre 2024 concernant le Sahara marocain, le CCG insiste dans sa publication sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, mettant en avant l'importance de son partenariat stratégique privilégié avec le Maroc, le Royaume du Maroc frère, et de la mise en œuvre du plan d'action conjoint. Séisme d'Al Haouz, le chef du gouvernement préside la 13e réunion de la commission interministérielle chargée du déploiement du programme de reconstruction et d'aménagement des zones sinistrées. Une réunion au cours de laquelle la commission a pu constater la cadence positive de mise en œuvre de ce programme. Le chef du gouvernement a relevé que les provinces sinistrées ont pu retrouver une situation normale, et ce grâce à la haute sollicitude royale. En application des hautes instructions royales, l'opération de versement des aides d'urgence fixée à 2500 dirhams au profit des familles dont les habitations ont été effondrées partiellement ou totalement, qui a été prolongée de 5 mois supplémentaires, se poursuit. Le montant global des versements a atteint les 2 milliards de dirhams depuis le lancement de l'opération. Plus de 57 000 autorisations de reconstruction ont été émises à fin novembre. Les travaux sont en cours ou achevés au niveau de 35 214 logements, soit 5 000 logements supplémentaires depuis 2 mois. Et 57 000 familles
ont été touchés à ce jour. Plus de 57 000 autorisations de reconstruction ont été émises à fin novembre. Les travaux sont en cours ou achevés au niveau de 35 214 logements et 57 786 familles ont touché à ce jour un premier versement de 20 000 dirhams pour la reconstruction et la réhabilitation de leurs logements. Dans l'actualité législative, la Chambre des conseillers tiendra mercredi et jeudi des séances plénières consacrées à l'examen et au vote du projet de loi de finances 2025. Une première séance plénière se tiendra mercredi à 10h. Elle sera consacrée à la présentation du rapport de la Commission des finances, de la planification et du développement économique ainsi qu'à la discussion générale des groupes et groupements parlementaires et des membres non affiliés de la Chambre. Une deuxième séance plénière aura lieu le même jour à 15h et sera dédiée à continuer les discussions et à la présentation de la réponse du gouvernement. La Chambre des conseillers tiendra deux autres séances plénières. Jeudi, la première qui aura lieu à 10h30 sera consacrée au vote de la première partie du PLF, à l'examen de la deuxième partie du projet de loi par la Commission des finances et du vote des projets de budget sectoriel devant les commissions permanentes. La deuxième séance qui se tiendra à 15h30 aura pour objet la discussion des projets de budget sectoriel, la présentation de la réponse du gouvernement, le vote de la deuxième partie, puis le vote sur l'ensemble du PLF. Focus justement sur le monde complexe mais qui relève toute sa pertinence dans l'élaboration des politiques publiques et qui est celui des statistiques. Produire et analyser ces données joue un rôle central pour éclairer les décideurs politiques, les opérateurs économiques et sociaux, mais également afin d'informer et responsabiliser les citoyens. Mohamed Chikir, Hassan Zaki et Zakaria Moukimbillah. Si les statistiques constituent un socle incontournable pour éclairer les décideurs politiques et les opérateurs économiques et sociaux, rendre accessibles et diffuser ces données est un vrai défi. À Casablanca, experts en communication et représentants des instituts nationaux des statistiques d'Afrique cherchent des solutions pour favoriser une meilleure utilisation des données statistiques dans les processus décisionnels. Il y a eu un premier atelier qui s'est tenu en 2024 qui s'est tenu à Abidjan il y a quelques mois. Nous avons appris à utiliser les outils de SEO pour optimiser nos sites internet sur sur les réseaux sociaux, enfin sur la toile. Maintenant, nous sommes là pour renforcer davantage nos compétences en matière de diffusion de l'information statistique. L'intégration des innovations technologiques dans les processus statistiques, y compris la diffusion et la communication, est devenue un impératif à l'ère de l'évolution exponentielle du digital. En Afrique, la communication des données statistiques est de nature à favoriser des politiques publiques efficaces et inclusives. On va travailler sur les stratégies de communication, comment sensibiliser le public aux informations qui sortent des statistiques officielles. On va voir également comment utiliser les nouvelles technologies, comment optimiser les informations sur les moteurs de recherche pour les rendre plus accessibles au public. Donc voilà, ici on est réunis avec à peu près 50 représentants des instituts nationaux de statistique des États membres. Pour les experts, le domaine de la statistique complexe et souvent peu accessible doit être rendu compréhensible grâce à des techniques pratiques de communication. Des efforts de nature à renforcer les capacités des instituts nationaux de statistique à produire des contenus clairs et accessibles à un large public. Quittons l'univers des chiffres pour le monde des campagnes. Nous sommes allés dans les villages agricoles de Chefchaouen à la rencontre des travailleurs de la terre. Les oléiculteurs planchent actuellement sur la plantation des arbustes, une opération qui profite de projets d'agriculture solidaire. D'ailleurs, et dans cette même veine de solidarité, 2 unités de valorisation sont en cours de construction dans les communes de Tanakoub et Bni Derkoul, de quoi contribuer à la dynamisation des activités de cette filière à forte valeur ajoutée. Abdelali Gnounif Nashakr Alaoui, retour à Zakaria Moukimbillah. La plantation d'oliviers avance à un rythme soutenu dans cette exploitation agricole de Matcherbourd dans la province de Chefchaouen.
Ici, dans la commune Stehat, c'est une tradition consacrée d'année en année dans le cadre de projets solidaires destinés aux agriculteurs de la région. Le but étant de leur offrir une culture rentable et d'œuvrer à l'inclusion socio-économique dans le milieu rural. Ce projet est de nature à promouvoir le développement durable et à améliorer le revenu des agriculteurs. Cette initiative contribuera à accroître le rendement agricole et partant à favoriser le développement local. Entre-temps, la récolte des olives se poursuit dans les exploitations. Arrivé à maturité, le fruit dévoile une qualité remarquable. Et visiblement, la filière oléicole a le vent en poupe. 2 unités de valorisation des olives sont en construction dans les communes de Tsanaqoub et Beni Derkoul. Avec une capacité totale de 5 tonnes par heure, ces projets permettront de booster la production. Des mesures qui viennent contrebalancer la baisse de la récolte due au déficit pluviométrique. Cette année, le rendement de la récolte atteint 60%, contrairement à l'année précédente qui était de 100%. Malgré tout, les affaires marchent bien. Certains agriculteurs réalisent 20 tonnes de récolte, contrairement à auparavant qui n'était que de 2 tonnes. Cela a été possible grâce aux mesures du ministère de tutelle. Des unités modernes de valorisation des olives sont en cours de construction et seront bientôt opérationnelles. Chacune aura une capacité de production de 120 tonnes par jour. À Tsanaqoub et à Beni Derkoul. Dans la province de Chefchaouen, 10 000 hectares seront plantés d'oliviers à l'horizon 2030. Malgré les contraintes climatiques caractérisées par un stress hydrique persistant, la contribution de la filière oléicole locale est appelée à se renforcer. Une filière qui assure un rôle prépondérant dans la dynamique socio-économique au niveau de la province. Dans le monde, les hostilités persistent au Proche-Orient. Ce matin, à l'est du Liban, des drones israéliens ont visé un poste de l'armée libanaise, ainsi que le village de Marjeyoun, proche de la frontière israélienne. L'attaque a fait 1 mort et 1 blessé. L'Agence nationale d'information libanaise fait état de violations répétées du cessez-le-feu dans le sud du Liban par les forces israéliennes. La Grèce, toujours en proie à des intempéries. La tempête Bora a fait une 3e victime. Les dégâts matériels s'alourdissent. Routes et bâtiments ont été endommagés sur les îles de Lemnos et de Rhodes, ainsi que dans d'autres régions du pays, où plus de 17 cm de pluie sont tombés en 12 heures samedi. D'importantes chutes de neige devront déborder vers le nord et le nord-ouest jusqu'à demain. Partons en Espagne, à Séville plus précisément, où le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a été réélu secrétaire général du Parti socialiste ouvrier espagnol. C'était hier, lors du 41e congrès fédéral à Séville. À la tête du PSOE depuis 2017, Pedro Sánchez et sa liste de noms, de 54 noms qu'il avait proposés pour le comité exécutif du parti, ont recueilli les voix de près de 90% des délégués ayant voté. Retour au Maroc, et c'est sous le soleil éclatant d'Agafay qu'ils ont affronté des sentiers sauvages et fait preuve d'un dépassement de soi admirable. Eux, ce sont les trailers et les bikers marocains à avoir dominé le trail. Agafay, il s'agit de Othman Rami, Abdel Fattah Rabi'i et Mohamed Hasbaoui. Ce trio marocain s'est adjugé les 3 premières places dans la catégorie des 30 km bike messieurs. Chez les dames, la victoire est revenue à la Marocaine Fouzia Massaoui. Et dans la course des 60 km bike messieurs, le Marocain Ilyas Kakas est monté sur la plus haute marche du podium. De son côté, le Marocain Ayoub Ahmad a décroché la course des 42 km trail homme. Côté dames, l'athlète marocaine Aziza Raji a occupé la première place devant sa compatriote Mounia Dahou.
Pas très loin de ces paysages épiques d'Agafay, la ville Ocre accueille dans son cadre idyllique le gratin du cinéma mondial. L'emblématique Festival international du film de Marrakech offre l'occasion de voir en exclusivité sur grand écran des œuvres cinématographiques d'exception. Parmi les 14 longs métrages en lice pour décrocher l'étoile d'or dans le cadre de la compétition officielle, le documentaire Soudan, souviens-toi de Hind Meddeb a été projeté ce matin. Notre équipe y était. Regardez. Il n'est pas très fréquent d'avoir des informations concernant le jeune cinéma somalien et celle que nous a délivrée M. Mo Haraoui en ouverture de cette compétition officielle est pour le moins des plus réjouissantes. The Village Next to Paradise, son tout premier long métrage, surprend par l'insolence de sa maîtrise d'ensemble et par la grandeur tout en retenue de sa forme et de son esthétisme. Je souhaitais parler de la Somalie en offrant la parole aux Somaliens eux-mêmes. Je constate qu'ils ont en eux une richesse incroyable et dans le vrai sens du terme. Cela se traduit dans leur comportement de tous les jours et dans la poésie insoupçonnable qu'ils réussissent à distiller en chacune de leur existence. Très bon, très émouvant, beaucoup d'émotions, qui a été véhiculé d'une manière subtile, intelligente. C'était très beau, très poétique. Vous pensez que c'était un film qui ouvre bien cette compétition ? Ouais, franchement. J'ai hâte de voir la suite. Et la suite est quasiment du même ordre avec en particulier le film Coup de poing de ce matin qui a littéralement bouleversé l'ensemble des festivaliers. Un film documentaire réalisé par la franco-marocaine Hind Meddeb qui a choisi de poser crânement sa caméra au Soudan durant la période tumultueuse qui a conduit au coup d'État militaire de 2019. Je fais des films pour montrer aussi aux Européens, au monde occidental, à l'Amérique, que la passion de la liberté, elle n'est pas réservée à l'Europe. Elle existe aussi de l'autre côté de la Méditerranée et qu'il y a pas juste du terrorisme. On parle toujours de l'oppression des femmes. Là, c'est un film féministe avec des femmes qui sont au premier rang de cette révolution et elles sont très ouvertes et elles ont des idées extraordinaires. Et c'est vrai que c'est pas ça qu'on montre de l'Afrique et du monde arabe et c'est pour ça que je fais des films. Pour faire circuler une autre parole, une autre vision. Et c'est ça qui est important. Est-ce que vous pensez qu'un film comme ça est utile ? Absolument, monsieur. Je pense qu'il montre des choses horribles et pour lesquelles personne ne fait rien. Comment vous êtes sorti de cette projection ? Bouleversé, c'était poignant. La fragilité sans crainte de ces jeunes militants soudanais qui utilisent leurs mots, leurs chants et leurs poèmes pour réclamer leur droit à plus de liberté est assurément déjà l'un des cris du cœur les plus foudroyants de ce départ de festival. واذكروني إن بدأتم بالعمار اذكروني إن غرستم شتلة يوم يؤتي غرسكم حلو الثمار قد كنت كالجمر الذي لا ينطفي متفرد كالنجم في وضح النهار مزقت كل مخاوفي حطمتها وخرجت كالطوفان والإعصار ورسمت أحلامي على تلك الحواط فاحفظوا ما قد رسمت على الجدار. Le reportage est signé Dominique Orlando, Abdelrahim Filoul et Mohamed Jabri. Et c'est dans une ambiance tout aussi conviviale que le public rbati s'est retrouvé autour d'un concert de haute facture. Misa Tango du compositeur argentin Martin Palmieri a fait vibrer les mélomanes du tango au théâtre Mohamed V. Un spectacle émouvant qui célèbre le 60e anniversaire de la chorale de Rabat, créée par le musicien français Louis Perrotin. Ambiance avec Mohamed Nasseri et Iman Ablou. 60 choristes pour les 60 ans de la chorale de Rabat. Un 60e anniversaire qui se veut avant tout un hommage à celui qui l'a créé et qui en fut le chef, Louis Perrodin, décédé en 2015.
Le bal s'ouvre avec un morceau inédit à 4 mains entre Martine Palmieri et la pianiste russe Victoria Elasbat. Et c'est tout de suite la communion avec le public. Chorale de Rabat, qui a été fondée par Louis Perraudin, un grand musicien qui a transmis avec passion et dévouement la musique, l'art de la musique à des jeunes Marocains. Pour certains jeunes talents ont carrément poursuivi une carrière musicale à l'échelle nationale et internationale. Donc cette fête, c'est pour fêter le 60aire de la création de cette chorale. Et rien de mieux que d'inviter un compositeur d'Argentine, la Missa Tango, qui mêle le sacré et les rythmes tango. Nous avons aussi invité un chœur de Paris, d'anciens choristes qui étaient avec nous à la chorale avant, qui ont appris cette nouvelle du 60aire et qui voulaient absolument partager avec nous cette émotion. Tout au long du spectacle, la Missa Tango envoûte le public dans un voyage musical mêlant messe chorale et sonorité tango. La Missa Tango est une composition qui réunit plusieurs caractéristiques de la chorale internationale. Elle est accompagnée du bandoneon et du piano qui lui confèrent le cachet du tango. La Missa Tango est créée il y a 30 ans. Elle est divisée en 6 parties comme une messe classique en latin à laquelle se mêlent les harmoniques et les rythmes syncopés du tango. Penser à cette œuvre qui est jouée dans le monde des milliers de fois. Et on a la chance d'avoir une soliste russe, professionnelle. Et donc, il y a eu aussi une quinzaine de choristes qui sont venus de France pour nous soutenir. Donc, nous sommes aujourd'hui 60 choristes pour les 60 ans de la chorale de Rabat. Un concert de haute facture empli d'émotions, durant lequel les rythmes du tango et les voix de la chorale de Rabat se sont harmonieusement unis pour la plus enchanteresse des parenthèses, à mi-chemin entre le sacré et le tango. Et c'est sur ces chants mélodieux que nous nous quittons. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Aloula.